Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où j'ai décidé de m'asseoir par terre pour changer parce que j'avais envie de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu comment dans mon école on réalise une phare de stage de A à Z. Je vous en ai parlé beaucoup l'année passée dans mes TFE, je vous en parle souvent dans mes vidéos de j'ai mes phares de stage à faire, j'ai mes préparations, je dois préparer mon matériel. Mais concrètement pour toutes les personnes qui ne sont pas en institutrice maternelle et pour toutes les personnes qui ne connaissent peut-être pas ce que l'on doit faire pour aller en stage, je me suis dit que ça aurait pu être une bonne idée de vous partager de A à Z comment je réalise ma phare de stage. Alors c'est pour l'enseignement institutrice préscolaire en Belgique et c'est pour mon école à l'Elmo Sainte-Croix. Ça peut être complètement différent pour n'importe quelle école. Ici je vais vous partager comment moi je fonctionne, comment je dois réaliser mes préparations et ma phare de stage. Donc je me suis dit que ça aurait été vraiment chouette de vous prendre avec moi. Je vais essayer d'être la plus précise, la plus complète et la plus claire possible, puisque n'étant pas dedans ça peut être parfois compliqué. Quand je parle j'explique peut-être des choses que vous ne connaissez pas et je ne vais pas faire attention à mon blabla etc, donc peut-être que la vidéo sera longue, je ne sais pas. Dans tous les cas je vais vous présenter ma phare de stage vide et on va prendre intercalaire par intercalaire et je vais vous expliquer tout ce qui doit se trouver dans ma phare de stage. Je suis en stage du 8 au 26 novembre, donc pour l'instant ma phare de stage est complètement vide. Je vais en stage demain, je vais découvrir la compétence que je vais devoir travailler et tout ça. Donc vous allez pouvoir suivre avec moi de A à Z comment je réalise ma phare de stage. Je vais clôturer cette intro ici, j'espère que ça va vous plaire. Moi je vous laisse avec la suite. Alors déjà on va commencer par le commencement. Je vous parle d'une phare de stage mais je ne vous dis pas ce que c'est parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est, alors je vais commencer par le commencement. Une phare de stage c'est un classeur, bref c'est une farde dans laquelle va se trouver l'intégralité de votre stage, c'est-à-dire vos plans de semaine par rapport aux activités que vous allez faire avec les enfants, vos horaires quotidiens, à telle heure je fais ci, je fais ça, etc. Des informations générales sur l'école, sur vos professeurs, sur votre école de stage, sur votre maître de stage. Vous allez trouver aussi l'ensemble des préparations de vos activités, mais ça vous verrez bien un petit peu après. Et vous avez aussi vraiment, en fait ça englobe la totalité des choses que vous faites dans vos stages, ça va se retrouver en un seul endroit dans votre phare de stage. Alors personnellement d'habitude quand j'ai des stages de 2 semaines, des petits classeurs ainsi sont largement suffisants. Ils sont pas très épais mais c'est largement suffisant. Et comme ici je vais avoir un stage de 3 semaines que je vais avoir beaucoup plus de préparation, beaucoup plus d'activités, bref beaucoup plus de feuilles et d'espace, je vais avoir un gros classeur comme celui-ci. Donc ça c'est le classeur que j'ai été acheté exprès qui va être pour mon stage ici du mois de novembre. Donc c'est un gros classeur vert menthe comme ça pastel que j'ai trouvé chez Emma et que je trouve franchement quand j'ai vu la couleur j'ai trop aimé. Donc j'ai pris ce classeur-ci pour cette farde et alors j'ai déjà commencé à glisser quelques feuilles dedans, mais dans tous les cas je vais tout vous présenter. Je vais vous prendre de hauteur pour pouvoir vous montrer à quoi ressemble ma farde, mais du coup comme je vous l'ai dit, voici mon classeur. Ici il ressort pas aussi beau que dans la réalité mais il est vraiment vert pâle sauge, bref voilà à quoi ressemble mon classeur fermé. Et donc en fait quand on ouvre un classeur vous avez d'abord une première page, donc j'ai caché les informations principales puisque voilà c'est assez personnel, mais du coup en haut j'ai mis mon nom, mon prénom, ma classe. Vous avez stage avec les dates de stage et quelques informations. Je vous ai pas caché l'adresse de mon école parce que vu que je vous ai dit dans quelle école je suis, l'adresse est facilement trouvable sur internet, donc ça ne me servait à rien de la cacher, mais donc j'ai juste barré le nom du directeur. Mais vous avez vraiment voilà une page de garde avec les informations globales, mais vous avez d'autres informations plus loin. Ensuite après ça quand vous ouvrez la phare de stage, vous tournez la page de garde et vous tombez sur le plan de la table des matières. Donc ici c'est simplement l'explicatif de chaque intercalaire que vous avez ici pour que les personnes quand ils ouvrent votre phare de stage ils puissent comprendre le nom des intercalaires et dans quel ordre ils sont. Bref, c'est noté sur le côté, c'est pas très important mais je vous le mets quand même puisque ça fait partie de ma phare de stage. Ensuite après la page de table des matières, vous arrivez ici dans tous les intercalaires. Alors je vais vous les montrer brièvement mais vous allez pouvoir voir petit à petit. Je vais prendre intercalaire par intercalaire et vous montrer ce que je vais mettre dedans. Donc la première chose sur laquelle on arrive, ce sont les renseignements généraux, les informations sur les maîtres de stage, sur moi-même, sur le numéro de l'école, de mon école, de maître de stage, etc. Donc vous avez vraiment toutes les informations sur une page tout simplement. Et ensuite quand vous tournez, vous devez avoir obligatoirement des documents de l'école obligatoires à mettre dans cette partie. Je fais évidemment partie de la team de ceux qui n'ont pas l'intégralité des documents puisqu'on me les a pas donnés quand je suis arrivée en deuxième. Donc je ne possède que le document de la phare de stage qui est bien arrangé. Franchement il est bien arrangé, mais en gros
gros ça vous explique tout ce que vous devez avoir dans votre phare de stage, simplement. Donc en fonction de l'année dans laquelle vous êtes, vous devez avoir ça, etc. Et c'est un peu une trame qui vous permet de compléter et de réaliser votre phare de stage. Et ici, c'est une feuille que les maîtres de stage, notre psychopédagogue, complète avant qu'on aille en stage, quand ils ont vu notre phare de stage, pour nous dire si oui ou non on peut avoir accès au stage ou pas, quoi. Le moment bien stressant, c'est vraiment 3 jours avant de commencer les stages, c'est horrible. Et en fait, maintenant, ce qu'on va commencer, c'est partie par partie, on va se retrouver pour expliquer chaque intercalaire. On va passer à l'intercalaire numéro 2 de ma phare de stage, qui est l'analyse contextuelle. L'analyse contextuelle, qu'est-ce que c'est? C'est simplement regrouper dans un document Word toutes les informations relatives à la classe, à l'école. Par exemple, au niveau de l'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est quand on arrive en classe maternelle le matin, que vous êtes avec le groupe d'enfants, on se dit bonjour, on fait la météo, on regarde qui est là, on regarde le jour de la semaine, on fait le calendrier, bref, tout ça vous les décrivez en mode ici comme accueil, l'institutrice fait ça. Ça se passe de telle heure à telle heure. Pour les présences, l'institutrice, ça. Pour la météo, on regarde par la fenêtre, on check, bref, en gros, pour chaque petit élément de l'accueil, en gros, vous décrivez à quelle heure ça se passe, qu'est-ce que vous faites, dans quel ordre, quelle étape. Et en fait, c'est un peu chiant à faire, mais quand c'est précis, nous, ça nous aide personnellement. Enfin, moi, ça m'aide après à me dire, ah oui, l'institutrice, elle fait ça, comme ça. Et c'est vraiment en répétant l'accueil et en le faisant qu'on y arrive, quoi, tout simplement. Et ensuite, on renseigne aussi le projet de l'établissement. Chaque école a un projet d'établissement, des objectifs qui visent, les règlements, bref. En gros, vous devez mettre ça et dire, voilà, dans votre classe, en effet, ils font ça. Et en gros, c'est ça, l'analyse contextuelle, c'est des informations globales sur la classe, la vie de la classe, sur le matériel aussi. La classe dispose d'une bibliothèque, d'une mezzanine, d'autant de chaises, d'autant de tables. C'est vraiment chiant, mais un évier, un micro-ondes, nanani nana, des jeux autonomes, etc. Moi, par exemple, là, dans mon lieu de stage, il y a des ateliers autonomes, je peux le renseigner que voilà, tel jour, tel après-midi, tel moment, ce n'est pas des ateliers, mais les ateliers autonomes. Et alors, les enfants, on explique un peu le principe en 2-2. Mais ça permet d'avoir une base fixe sur laquelle toutes les informations y sont, quoi. Souvent, les profs regardent pas cette partie-là. C'est vraiment plus pour nous, mais on est obligé de la faire. Donc, elle se trouve dans l'analyse contextuelle. Donc on commence d'abord par l'analyse contextuelle et puis après on passera au projet de l'enfant, au savoir-faire, à la recherche documentaire, etc. Maintenant on va parler de l'intercalaire recherche documentaire et l'intercalaire suivant aussi intention pédagogique, parce qu'inconsciemment les deux sont liés. C'est grâce à la recherche documentaire qu'on peut alimenter nos intentions pédagogiques et on peut penser à des choses de les intentions pédagogiques que l'on peut mettre dans notre recherche documentaire. Donc je vais d'abord m'attarder sur la recherche documentaire, ensuite je vais vous expliquer ce qu'est les intentions pédagogiques. Comme vous pouvez l'entendre, c'est une recherche où on se documente. Et on se documente sur quoi? Sur les compétences que l'on travaille. Ici à ce stage-ci, je travaille les solides et les figures. Se situer des objets et aussi se représenter grâce à un plan. Je vais devoir faire des recherches sur qu'est-ce que se situer, qu'est-ce que situer des objets, les positions. Je suis dans les rapports de position, donc essayer de voir la position dans, devant, etc. C'est vraiment en fait une recherche un peu poussée sur la compétence que l'on travaille. Et en fait, pour ne pas cibler que sur ce qu'on travaille, on doit faire aussi des recherches sur la compétence en elle-même. Par exemple, situer des objets et les plans, je suis dans les rapports de position. Les rapports de position sont en mathématiques. Donc avant de faire des recherches bien pointilleuses sur les rapports de position en eux-mêmes, je dois voir qu'est-ce que les mathématiques, de quoi ça parle, etc. C'est vraiment faire une recherche un peu plus globale, parce que parfois ce dont on a besoin pour ce que l'on va faire, il y a des antécédents que l'on a besoin de connaître aussi. Et en fait, notre recherche documentaire, comment elle fonctionne? La première chose, on met la compétence que l'on cible. Et en fait, comme je vous l'ai présenté là-bas derrière, vous avez les programmes, je vous les avais présentés la dernière fois. Dans ces programmes-là, on nous explique qu'est-ce que la compétence, qu'est-ce qu'elle cible, et en gros, on doit le renseigner au début, genre telle compétence, ça parle de ça, le programme nous dit ça. Ensuite, on doit mettre plus précisément en mathématiques, patati patata. C'est vraiment ce qui introduit un petit peu la recherche documentaire, c'est je suis en mathématiques et je recherche ça. Point. Ensuite, on a tout un contenu matière. Dans les mathématiques, qu'est-ce que les positions, et en fait, on peut voir que
y a différentes notions qui sont liées. Par exemple, je suis en rapport de position, mais par exemple, je dois faire des recherches sur la topologie, sur se repérer, sur qu'est-ce qu'un espace, comment se situer. Et en fait, on se rend compte que situer et situer des objets en mathématiques, c'est lié à la compétence en psychomotricité. Donc, il faut faire des recherches en psychomotricité. C'est la gymnastique en gros, donc la latéralité. On doit regarder que en psychomotricité, on dit à l'intérieur, à l'extérieur de, alors qu'en mathématiques, on dit dans, dehors. Par exemple, c'est des similitudes, mais les deux se travaillent un peu en même temps. Pour que les enfants puissent faire des déplacements et bouger des objets, ils doivent d'abord le faire corporellement, savoir le faire avec eux-mêmes avant de le faire sur d'autres choses. Donc on doit se renseigner sur ça. Et vraiment, la recherche documentaire, c'est à fond mettre du contenu matière qui peut nous aider à créer nos séquences par après. Et donc on a le contenu matière et ensuite on a le contenu didactique qui est vraiment moi en tant qu'enseignante comment je vais procéder. Je vais faire ça, je peux faire ça, je dois être attentive à ça, je dois mettre ça en place. Ah, pour tel truc, je dois agir comme ci, comme ça. Si je présente tel atelier, je sais qu'il y a telle difficulté, donc pour aider les enfants on peut faire ça, ça, ça. La didactique, c'est vraiment au niveau de la pratique des trucs à savoir. Et donc vraiment notre recherche documentaire, elle peut varier vraiment en fonction de tout ce que l'on peut faire. Par exemple, comme vous le savez, dans mon TFE, j'ai fait comment développer la mobilisation d'un nouveau vocabulaire au travers de la création d'histoires audio. Donc dans ma recherche documentaire, j'ai dû faire une recherche sur l'apprentissage de la langue, à partir de quel âge, qu'est-ce qu'un mot, qu'est-ce qu'un champ lexical, comment les mots s'apprennent, les tranches d'âge. Enfin, j'ai vraiment dû rebrousser une grosse partie avant d'arriver au vocabulaire, comment il s'acquiert, etc., etc. Donc j'ai dû faire une trame de fond et ensuite revenir sur ça. Et j'ai dû faire aussi une partie sur les livres audio, etc., etc. Et en gros, vraiment, c'est le contenu matière. Alors, de toute façon, vous l'avez compris, mais c'est vraiment la grosse recherche théorique qui nous permet de passer à l'intercalaire suivant, qui est les attentions pédagogiques. Qu'est-ce que les attentions pédagogiques? C'est tout simplement des savoirs. Donc en gros, les savoirs, c'est ce que l'on doit connaître. Les savoir-faire, c'est ce que l'on sait faire. Physique, c'est pas mental, c'est physique. Et les attitudes, c'est comment on doit être par rapport à telle compétence. Donc ici, si je vous prends l'exemple de mon stage, au niveau des intentions pédagogiques, comme je vous l'ai dit, je vois se situer et situer des objets. Dans les savoirs, je vais avoir connaître la signification des positions suivantes: sur, sous, dans, dehors, à côté, voilà. Enfin, tout ce qui est dans la tête, utiliser le terme adéquat lorsque je souhaite caractériser une position. Il faut le verbaliser, mais pour ça, il faut connaître. Par contre, dans un savoir-faire, c'est me placer selon une consigne orale donnée. Je dois me placer sous la table. Pour se placer sous la table, bah déjà de 1, tu dois savoir c'est quoi sous, et savoir-faire, tu dois être capable de te placer. Vous voyez un peu, et c'est toute une liste de savoir-faire, attitudes qui sont un petit peu en fait en progression, puisque guérir ce que l'on travaille, on doit être capable de remplir tout ce qu'on a ciblé. Mais tout ne s'apprend pas en même temps et on y va crescendo, mais vous voyez un peu le truc quoi. Et donc les attitudes, c'est être curieux, se mettre en réflexion, se poser des questions, être à l'écoute lorsqu'il y a des consignes qui sont données, aller au bout de sa tâche, bref des trucs globaux que l'on doit connaître quoi, tout simplement. Et donc vraiment la recherche documentaire, c'est le contenu matière que l'on doit rechercher, tandis que les intentions pédagogiques, c'est les savoir-faire, attitudes que l'on vise. En gros, c'est clairement ce que l'on attend des enfants. On veut que les enfants soient capables de, voilà. Et on formule aussi un objectif qui regroupe tout pour les rapports de position. Bah, au terme de mon stage, je souhaite que les enfants soient capables de connaître telle position. Point. Et pour ça, on a fait plein d'activités. Maintenant qu'on a passé les parties que je peux qualifier de super chiantes, prennent énormément de temps, on va passer un peu plus sur la pratique. Donc là, je vais essayer de vous expliquer un peu intercalaire par intercalaire, mais je vais tous vous les faire maintenant à la suite. Donc vous allez toujours me voir habillée comme ça parce que tout est lié. Maintenant, dans les intercalaires qui vont suivre, c'est un ensemble qui se crée constamment les uns après les autres. Et on peut revenir de l'un à l'autre. En fait, tout dépend vraiment de si on avance dans le juste ou si on s'est trompé. Donc là, on va commencer déjà par l'intercalaire de l'organigramme. Personnellement, je ne connaissais pas ce mot. Un organigramme, je ne savais absolument pas ce que c'était. Je ne savais pas du tout comment ça se construisait. Ça a été quelque chose que j'ai dû apprendre et que je continue toujours à apprendre et à essayer de manier pour que ça soit le plus clair, le plus utile et le plus précis possible. Un organigramme, qu'est-ce que c'est? C'est une page blanche qui peut prendre 2, 3, 4 pages en fonction du nombre d'activités qu'on a. Et en fait, c'est des plans, des bulles en fonction des compétences, donc en psychomotricité, en français, etc. Et sur ce que l'on voit. Donc par exemple, ici, je suis dans les rapports de position, donc je vais avoir, vu que je crée une séquence c'est plein d'activités les unes à la suite de l'autre sur une compétence, et ben je vais avoir énormément de place pour cette compétence. Je vais avoir une colonne, une page réservée à cette séquence puisque c'est ma séquence principale, c'est là où il y aura le plus d'activités. Et à côté, il y aura des bulles. En psychomote, par exemple, j'aurai une bulle psychomote
psychomote avec les compétences ciblées et j'aurai peut-être 3 activités parce qu'elles sont en psychomote. Si j'ai 4 activités en religion, j'aurai une bulle avec les 4 activités en religion, j'aurai une bulle avec les rituels qui sont là tous les jours. Bref, en gros dans l'organigramme c'est tout plein de bulles avec tout plein de compétences que l'on travaille dans notre stage et on résume ça sans expliquer. C'est vraiment le nom de toutes nos activités qui se trouvent dans une sorte de schéma qui, quand on regarde le schéma, on voit en français elle va faire ça, en maths elle va faire ça, en religion elle va faire ça, en psychomote elle va faire ça. Vous avez juste les énoncés, ce qui permettra ensuite à la personne dans l'intercalaire liste des activités de retrouver votre prépa, l'explication des activités et même parfois le matériel, tout simplement. Normalement ça doit être beaucoup plus parlant puisque vous le voyez en image, mais c'est vraiment des bulles qui regroupent les activités et c'est super chiant puisque l'organigramme c'est la première chose que l'on fait. On trouve d'abord toutes nos activités, on les met les unes après les autres, on les assemble. Essayez vraiment de trouver avant de passer au prépa parce que si vous commencez à faire des prépas et que les activités sont pas bonnes, vous faites que tout changer. Donc le but c'est vraiment d'avoir un organigramme qui est complet, terminé avant de pouvoir passer au reste. Donc on commence par l'organigramme pour tout ce qui est compétences des activités et il est toujours un peu en mouvement si une activité se rajoute ou non ou pas, mais dans tous les cas c'est vraiment le résumé de toutes les activités qui sont classées par compétences, tout simplement. Alors l'organigramme c'est très personnel. Avant personnellement je faisais juste des petits carrés avec les bords arrondis et puis en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte que pour mettre la compétence et le domaine dans lequel je me trouvais c'était plus simple de faire des petits tableaux comme vous le voyez ici pour mon stage, mais en fait c'est vraiment personnel, c'est vraiment à vous de trouver votre façon de faire. Alors bien évidemment au début c'est archi compliqué puisque déjà c'est tout un truc. Franchement moi quand je suis arrivée en deuxième je comprenais pas à quoi ça servait, donc c'est vraiment un outil qui peut être vraiment pratique mais qui est compliqué à manier et à construire. Et franchement faire un organigramme ça prend la tête, c'est compliqué de devoir tout agencer. En plus dedans on doit essayer de retrouver toutes les informations mais elles doivent être mises de façon à ce que ce soit clair et précis pour des personnes qui ne l'ont pas construit pour qu'elles puissent le comprendre quoi, tout simplement. Donc l'organigramme c'est un point important que je me rends compte qu'il est de plus en plus important parce qu'avant je fonçais tête baissée sur mes idées, je préparais mes prépas. En fait je me rendais compte que j'allais droit dans un mur parfois et donc vous perdez énormément de temps. Tandis que quand vous faites un organigramme, que vous trouvez toutes vos activités, que vous les mettez dans un ordre chronologique. Alors un ordre chronologique pour les séquences, si vous êtes par exemple 3 séances de psychomotricité, vous n'allez pas mettre séance de la 3e semaine, puis séance de la première, puis séance de la deuxième. Vous mettez AJ1, donc activité journalière parce que ça ne se passe qu'une seule fois, semaine 1 par exemple, etc. Et vous les mettez dans l'ordre, que ça soit au moins logique. Mais les bulles entre elles et les compétences n'ont parfois pas de rapport, vous voyez. Vous avez une grande séquence avec un grand tableau, quand on commence du dessus du tableau, toutes les activités qui sont mises en dessous sont dans l'ordre. Donc on commence par ça, 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 ça et on termine par ça. Tout simplement, il faut garder cet ordre là, toute l'intégralité de l'organigramme. Donc j'espère que vous avez un petit peu plus compris à quoi ça sert parce que l'organigramme va nous aider pour les intercalaires qui vont suivre. Pour cet intercalaire-ci, je ne vais absolument pas m'étaler dessus. Il s'agit d'un plan de semaine. Un plan de semaine, qu'est-ce que c'est? C'est un horaire de semaine. De 8h à 9h, il y a ça. De 9h à 9h30, il y a ça le lundi. Si par exemple, moi par exemple, j'ai le psychomote le mercredi, de 8h15 à 10h10, il y a psychomote. En gros, c'est un horaire, un plan de semaine que vous complétez vous-même pour voir que voilà, à tel moment, je fais ça, ça, ça. Et alors, vous reprenez les intitulés de votre organigramme. Comme je vous l'ai dit, AJ1 psychomote. Et mercredi, première semaine du 8 novembre au je ne sais pas combien, psychomote AJ1, semaine 1, tout simplement. Donc ça permet d'avoir une vue globale pour l'ensemble de votre semaine. Ça vous permet d'organiser votre semaine comme vous voulez et en plus ça permet à votre institutrice, à votre prof de l'école qui vient vous voir, de voir, ou peu importe n'importe quel professionnel, de venir voir que voilà ce que vous avez prévu. C'est obligatoire de créer des plans de semaine pour voir ce que vous allez faire et ça peut vous permettre aussi de le compléter en fonction. Ah ça je sais que peut-être ça ira vite, je peux rajouter ça au cas où, parce que si vous faites quelque chose en classe et que vous vous retrouvez l'air coupé sous le pied, vous êtes là, si vous avez prévu dans votre plan de semaine de faire d'autres petits trucs, hop, vous rebondissez et c'est parti. Et du coup je vais relier avec un intercalaire qui est un peu plus loin, c'est l'horaire quotidien, parce qu'on prévoit un plan de semaine mais ça ne se passe jamais comme vous l'avez prévu. Il n'y a rien qui se passe jamais comme vous l'avez prévu. Donc vous faites un plan de semaine global pour la semaine qui arrive, mais tous les jours vous devez faire un horaire quotidien. Même si vous avez prévu que votre mercredi vous allez faire ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors dans l'intercalaire horaire quotidien, vous aurez mardi pépépette novembre nanana. Vous remettez la même grille horaire de 8h15 à 9h et vous refaites un horaire quotidien, parce que si
les choses changent par rapport à ce que vous avez prévu, vous devez montrer que vous avez changé, que le programme a changé, et du coup l'institutrice sait qu'elle ne regardera plus le plan de semaine mais l'horaire quotidien, tout simplement. Voilà à quoi ça sert. Ça permet à s'organiser, à voir ce qu'on avait prévu, ce qui s'est vraiment passé, et ça aide à s'organiser en fonction pour les semaines d'après. Au niveau de l'intercalaire, des évaluations diagnostiques et formatives, je vais essayer d'être rapide et efficace parce que c'est un peu similaire et ça se ressemble. Une évaluation diagnostique, qu'est-ce que c'est? C'est une petite activité, un test que vous allez faire passer à chaque enfant de votre classe pour voir les prérequis des enfants, et alors vous avez une grille. Voir l'enfant vous regarde, ne vous regarde pas, connaît cette position, ne la connaît pas, réagit, ne réagit pas, parle, verbalise, bref vous voyez un peu si les enfants connaissent le vocabulaire, savent faire les gestes mais ne savent pas le dire. Vous voyez un peu comment les enfants réagissent à votre compétence pour que vous, parce que ça se passe avant le stage, donc ici dans les journées d'observation, pour que quand vous arrivez officiellement pendant vos semaines de stage, vous ne vous cassiez pas la figure en mode ah je suis en train de faire sur-sous, tous les enfants connaissent. C'est une perte de temps, vous allez les perdre, vos activités ne vous ressemblent à rien, ils vont se lasser, c'est trop facile pour eux puisque ce sont des notions qui sont acquises, et c'est grâce à l'évaluation diagnostique que vous savez que ça on peut passer. Par contre ça se pose vraiment problème, ben hop je vais m'orienter sur ça et pas sur ça. Voilà à quoi ça sert l'évaluation diagnostique. Et l'évaluation formative, on peut en faire plusieurs pendant le stage, et ça permet de faire un petit bilan enfant par enfant pour voir, voilà, mais par exemple première semaine j'ai vu devant, derrière, machin bazar, est-ce qu'ils ont tous acquis les notions, est-ce que certains ont encore des difficultés pour que la semaine d'après ou les heures d'après, ben, je leur propose des activités pour qu'ils se remettent à niveau, que tous les enfants puissent acquérir les notions que vous avez ciblées avant de passer à des notions suivantes, tout simplement. Voilà, donc c'est assez court, c'est assez bref. Si vous voyez devant, derrière, vous lui demandez de placer tel truc devant, tel truc derrière, vous le faites corporellement, vous le faites avec des objets. Vous voyez si l'enfant réagit, s'il comprend, s'il comprend pas, vous lui demandez de verbaliser les actions. Oui, il a acquis, non il a pas acquis, hop, et en fonction, ben, si vraiment 3/4 de vos 90% de vos enfants ont passé le truc, vous passez, et pour ceux qui n'ont pas réussi, vous mettez en place quelques petits ateliers à côté pour les remettre à niveau, mais vous savez que vous pouvez passer à autre chose. Par contre, si vous vous rendez compte que votre groupe classe n'a rien compris à vos notions, vous savez que vous allez pouvoir faire encore plus d'activités, encore plus approfondir, et que ça ne sert à rien de passer au stade suivant si votre groupe classe ne suit pas, quoi. Et c'est pour ça que vos plans de semaine peuvent bouger en fonction des compétences des enfants, quoi, tout simplement. Donc les évaluations, ça permet d'évaluer. Alors c'est pas avec des codes, c'est pas avec des points, les enfants n'en savent rien, c'est simplement personnel. Ça permet juste à vous en tant qu'enseignant de voir où en sont les enfants et ce que vous allez pouvoir mettre en place pour eux pour qu'ils puissent acquérir et progresser dans les apprentissages. Et du coup moi personnellement je ne suis pas encore en stage, donc c'est pour ça que je vous ai dit que tout était un petit peu lié. C'est que là je vais entamer mes évaluations diagnostiques, et en fonction je peux déjà penser à quelques évaluations formatives que je vais glisser dans mon organigramme avant de préparer mes activités, et je vais pouvoir aussi adapter les activités que j'ai pensées dans mon organigramme, parce que si les enfants ont acquis ça ne sert à rien que je m'étale dessus, tout simplement. Donc tout est en train de faire un plic-ploc, vous avez besoin d'aller là, de revenir là, de faire ci, peut-être de revoir dans le truc d'avant, etc. Et c'est pour ça que je vous parle de tout en même temps, parce que tout est lié en même temps. Je fais mon organigramme en même temps grâce à mon évaluation diagnostique, je peux modifier mon organigramme, penser mes évaluations formatives, penser mes activités, faire ma liste d'activités, faire mes prépas, aller en stage. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va passer au dernier intercalaire qui va être sûrement le plus long blabla, puisque on va entrer dans préparation, l'organisation des préparations. Qu'est-ce qu'une prépa et comment on les réalise, du moins pour mon école. De 1, la liste des activités. C'est dans cet endroit-là que se trouvera l'intégralité de vos préparations pour toutes les compétences. Dans l'organigramme, vous avez mis psychomote semaine 1, rapport de position VLAC. Et bien en fait, tous les intitulés que vous avez mis dans votre phare de stage, dans l'organigramme, chaque activité doit avoir une préparation. Si en rapport de position, j'ai 50 idées d'activités et que je souhaite toutes les faire, je dois avoir 50 préparations. Psychomote, il y a 3 séances de psychomote, ça fait 3 prépas. Bref, vous avez compris que l'organigramme, c'est juste les intitulés qui sont mises par matière, et dans la liste des activités, vous allez avoir l'intégralité des préparations des activités que vous avez prévues. Données ou pas données, parce qu'il faut les faire à l'avance. Donc, vous allez peut-être faire des prépas que vous ne vous servirez pas, et peut-être qu'au cours de chemin, vous allez avoir de nouvelles idées d'activités, vous allez devoir vous adapter en fonction des évaluations formatives, de la différenciation pédagogique, et vous allez rajouter des prépas et en refaire. Vous voyez un peu le lien entre tout? Alors déjà, dans les activités, on a 3 types
d'activités. Les AQ, les activités AQ, ce sont les activités quotidiennes, c'est-à-dire que ce sont des activités qui se donnent tous les jours. Par exemple, le rituel le matin, l'accueil, les jeux libres, le rangement, la collation, le repas de midi, c'est tous les jours. Activités quotidiennes. Activités journalières. Ce sont des activités qui se donnent une fois. Journalière, jour, une activité qui se donne une fois. Par exemple, si vous avez une séance de psychomotricité à la gym que vous ne donnez qu'une seule fois, vous allez la nommer AJ. Si vous avez des activités qui se donnent tous les jours, c'est activités quotidiennes. Et on a aussi les activités répétées. Les activités répétées, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des activités que vous allez donner plusieurs fois. Donc c'est pas étonnant qu'elles reviennent plusieurs fois dans votre plan de semaine. Activités répétées, c'est les A. Et on a aussi les AS. Les AS, c'est les activités séquences. Une séquence, par exemple, moi, ma AS1, ma séquence numéro 1, ça sera sur les rapports de position. On aura dans cette séquence plein d'activités. Et alors on mettra AS1. On sait que c'est la séquence sur les rapports de position. S, séance, atelier, activité. Donc S, parce que ça s'appelle comme ça. Numéro, peut-être que c'est la 12. Et ben AS1, S12. C'est ce qu'on verra apparaître dans le plan de semaine. Ce sera la séance 12 dans la pile de feuilles comme ça d'activités séquences. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous raconte, mais normalement avec les images vous devez comprendre. Activités répétées, elles arrivent plusieurs fois mais elles ne font pas partie d'une séquence. Activités quotidiennes, c'est ce qui se donne tous les jours. Activités journalières, c'est ce qui se donne une fois. Et alors si vous avez plusieurs séquences, et ben vous aurez AS1, AS2, AQ1, AQ2, AQ3, AR1, AR2. Bref, c'est la même écriture pour tous. Donc normalement, vous devez un peu piger le truc. Maintenant que je vous ai expliqué la liste des activités et la notation, comment ça s'appelle, etc., on va passer à l'explication des préparations. Donc comme je vous l'ai dit, chaque activité égale une prépa. Et en fait, les préparations se rangent dans leur catégorie. Si vous faites les préparations sur l'accueil, les jeux libres, vu que ce sont des activités quotidiennes, ça se trouvera dans les AQ, puis vos AJ, etc. Donc ça fait 4 intercalaires dans lesquels se trouvera vos prépas. Et vos prépas sont classés par ordre. Donc d'abord 1, 2, 3, 4. C'est tout à fait logique, mais je préfère le dire au cas où. Alors pour la construction d'une prépa, j'ai pris un exemple ici. Je vais vous expliquer comment fonctionne la création d'une seule préparation. Et en fait, les prépas séquences, c'est similairement la même chose, sauf qu'il y a une petite partie qu'on ne remet pas puisqu'elle concerne toutes les prépas. Je vous mets également à l'écran des petites flèches qui vous montrent de quoi je vous parle. Mais tout en haut à gauche, vous devez mettre si c'est une AQ, une AJ, etc. et le numéro, si c'est votre AQ5, AQ4, bref. Et alors le nom de l'activité. Donc par exemple, peu importe comment vous appelez votre activité, vous devez mettre le nom de l'activité, tout simplement. Ensuite en dessous, on a deux encadrés qui sont en fait les compétences et les objectifs visés. Donc si je suis en français, comme je vous l'avais expliqué, il y a plein de compétences en français. Donc vous devez mettre celles que vous avez ciblées. Par exemple ici sur l'activité que j'ai en main, je suis en musique, mais quoi en musique? J'étais en éducation musicale, croit s'exprimer par la voix. Plein d'autres compétences, mais moi j'étais dans celle-là. Et en fait dans les programmes, il y a tout plein de compétences. Genre vous voyez, ça arrive souvent grosse catégorie, sous-catégorie, encore sous-catégorie, et ensuite vous mettez votre objectif, c'est la même chose. Et comme objectif, vous devez mettre l'objectif que cible cette activité. Par exemple moi, c'était l'enfant sera capable de participer à une comptine en chant et de la retenir afin que les enfants soient capables de la chanter tout ensemble. Voilà à quoi servait mon activité. C'était une comptine de Pâques en musique. Bref, ça c'est pour les compétences. Alors soit vous avez deux compétences, soit vous n'en avez qu'une. Alors au niveau des compétences, les disciplinaires, maths, français, musique, les grosses compétences qu'on peut avoir. Et les compétences transversales, c'est tout des savoir-faire et attitudes que l'on peut développer, mais au niveau de sa personne, s'entendre avec les autres, ouvrir son état d'esprit, communiquer, exprimer si on aime ou on n'aime pas. Bref, c'est au niveau des savoir-faire, mais de l'humain, enfin je sais pas si vous comprenez un peu, mais les compétences qui sont sollicitées, c'est du savoir-vivre en fait. Alors il peut y avoir ce type de compétences dans tous les domaines et aussi dans la citoyenneté. Voilà, en gros vous devez juste renseigner vos compétences tout simplement. En dessous vous devez mettre le matériel dont vous allez avoir besoin pour faire votre activité. Moi personnellement dans ma comptine, il me fallait simplement la comptine de Pâques. Voilà, donc j'ai mis dans mon matériel que j'avais besoin de ma comptine. Et où ça va s'organiser, les enfants sont en grand groupe au coin rassemblement, parce que c'est plus facile d'apprendre une comptine en grand groupe où tous les enfants peuvent participer, apprendre et écouter.
point, on s'arrête là quoi, tout simplement. Voilà à quoi ça se résume, c'est la plus petite partie et puis après on va rentrer dans le vif du sujet des préparations. Et ensuite maintenant on va passer au corps d'une préparation. Alors ici je vais vous expliquer ce qu'on nous impose en mode voilà votre démarche à suivre. Et bien évidemment tout est entièrement personnalisable tant que les informations s'y retrouvent. Donc ici vous le faites comme vous le sentez. Moi personnellement je vais vous expliquer comment je fais, mais peut-être que pour une activité je vais me dire non je vais mettre ça comme ça. Ça se fait au fur et à mesure. Quand vous pensez les choses vous les faites de la façon dont vous le sentez, mais c'est code de conduite à suivre quoi, tout simplement. Donc on commence par le point numéro 1 qui est le point mise en situation, phase de motivation. Alors je tiens à spécifier que personnellement je fais les préparations comme j'ai appris à les faire façon personnelle, parce que les autres filles de ma classe etc procédaient d'une autre façon puisqu'elles ont vu la façon de procéder dès la première année. Moi je n'ai pas fait ma première année dans cette école là, ce qui fait que j'avais un système de préparation un peu différent. Donc je vous explique là comment je le fais, histoire de pouvoir vous expliquer au mieux un peu ma façon de penser, comment je procède, mais j'essaye malgré tout de suivre l'ordre chronologique de ce qu'on me demande à l'école pour faire des prépas adéquates tout simplement. Donc dans première bulle, c'est la mise en situation. La mise en situation, c'est comment vous allez amener l'activité aux enfants. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Par exemple, je ne sais pas moi, on va faire une activité sur les marionnettes. Bah, vous mettez le but de votre activité ou une petite phrase en mode aujourd'hui nous allons nanani nanana. Des petits guillemets et vous écrivez ce que vous allez dire aux enfants. Vous écrivez dans votre prépa comme vous allez leur parler. Alors aujourd'hui nous allons apprendre une toute nouvelle comptine. Nous allons apprendre la comptine de Pâques. Moi personnellement j'ai mis, lorsque je suis avec les enfants pour passer un bon moment avec eux, pour les canaliser, je chante une comptine. Ici ce sera la comptine de Pâques puisque nous approchons de Pâques. La différence c'est que j'ai fait en 2-2 cette prépa, alors que normalement c'est beaucoup plus complet. Je dois expliquer pourquoi je vois la comptine avec eux, qu'est-ce que Pâques et patati et patata. Il faut essayer d'entrer un peu plus dans les détails. Donc c'est vraiment la phase de motivation, comment vous allez motiver vos élèves, comment vous allez introduire l'activité avec eux. Vous lancez l'activité, les consignes aussi. Par exemple à tel atelier on va faire ça, ben, vous expliquez vos consignes et vous mettez en évidence la différenciation pédagogique, c'est-à-dire vous mettez en gras, vous faites des liens, vous mettez en pointillé, vous faites ce que vous voulez, mais par exemple quand vous dites ça, ben, vous le faites parce que dans la différenciation de patati patata, vous justifiez un petit peu ce que vous écrivez dans vos prépas en fait tout simplement. Mais dans la partie 1 c'est vraiment amener l'activité, que vous allez dire aux enfants, ce que vous allez faire avec eux, ce que vous allez entreprendre, vous introduisez l'activité, point. Ensuite on passe à ce que j'appelle période d'atelier. Période d'atelier, c'est vous avez lancé les enfants, vous leur avez expliqué la consigne, vous avez fait une démonstration, vous avez expliqué tout ce que vous allez faire avec eux pour leur expliquer l'atelier et l'activité. La période d'atelier, c'est tout ce que vous allez faire pendant que les activités, l'atelier est en train de se dérouler. Par exemple, pendant les activités, je tourne autour des tables afin d'observer les enfants, de voir comment ils réagissent, s'ils verbalisent, etc. Quand je m'arrête à l'atelier, deux petits points. J'observe ce que les enfants font. Je leur demande de me verbaliser leurs actions. Je leur demande de m'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Je leur demande de m'expliquer s'ils comprennent l'activité. Je leur demande s'ils ont des questions. Vous entrez vraiment dans les détails. Qu'est-ce que je vais dire aux enfants? Quelles questions je vais leur poser? Quelles observations je vais faire? Et aussi vous faites un intercalaire sur la différenciation en mode voilà, je vous propose ça comme atelier, mais tous les enfants n'arriveront peut-être pas à faire votre atelier comme vous l'avez pensé. Tout le monde n'est pas pareil. Et comme je vous l'ai dit, il faut mettre en place en fonction de certains enfants qui font des petits chemins comme ça. Mais par exemple, pour telle activité, au niveau de la différenciation, je passe une étape, je simplifie. Au lieu de compter jusqu'à 5, ils compteront jusqu'à 3, et puis 4, et puis 5. Vous mettez en fait toutes les étapes que vous allez mettre en place, simplifier, complexifier, adapter, modifier votre activité pour que les enfants y parviennent en fonction de leur niveau, de leurs compétences. Donc vraiment le principal c'est de créer votre prépa de la façon la plus complète pour vous permettre de mettre un maximum vos idées dedans. Donc vous mettez tout ce que vous voulez dedans, tant qu'elle vous permet de visualiser votre activité. Vous pouvez par exemple aussi mettre j'ai testé l'activité et les difficultés des enfants peuvent être là. Vous devez aussi spécifier où vont se trouver les difficultés des enfants dans votre activité. Donc votre rôle, la différenciation, les difficultés des enfants, vos critères d'observation. Je vais observer ça, que vous attendez des enfants. C'est vraiment très complet et au mieux vous la faites, au mieux elle est censée être un outil pour vous déjà de base et pour les personnes qui vont venir vous voir pour comprendre l'activité. Vous pouvez mettre des photos du matériel, vous la faites la plus complète possible. Après le problème c'est qu'on a tellement de prépa à faire,
puisque c'est une prépa pour une seule activité, un seul atelier, que personnellement c'est de moins en moins rempli, de moins en moins fourni. Ou alors je copie-colle des phrases toutes simples. Par exemple, pour la toute dernière étape qui est fin de l'atelier, souvent je mets les ateliers se terminent à telle heure. 5 minutes avant la fin de l'atelier, j'annonce aux enfants qu'on va bientôt ranger. Lorsque c'est le moment du rangement, je mets une musique calme qui permet aux enfants d'avoir un signal sonore pour leur permettre qu'il est temps de ranger. Chaque enfant met la main à la pâte et range le matériel, et quand tout le monde a fini de ranger le matériel, de ranger les chaises, de nettoyer les tables, au besoin, ils vont s'asseoir au coin rassemblement avec l'institutrice. Ça, c'est une phrase qui est toute faite, copier-coller dans l'intégralité des séquences, des séances, des prépas. Quand c'est des ateliers qui sont les mêmes, en fait, on se simplifie la tâche. Pareil pour l'organisation spatiale, quand je mets l'atelier va être donné dans les tables de la classe pour que l'enfant puisse avoir un espace de travail, mais les consignes de l'atelier vont être données en grand gros. Copier-coller dans toutes les prépas, hein, on va pas se le cacher, je vais pas vous mentir. C'est ce que je fais tout le temps et c'est ce qui me permet de gagner du temps, parce que rien que d'écrire une phrase, ça vous prend 2-3 minutes. Si vous devez mettre 2-3 minutes à réécrire à chaque fois la même phrase, comptez le nombre de prépas qu'il est possible de faire, on va jamais s'en sortir. Bref. Et ensuite, il y a normalement, en fonction des prépas, soit vous avez les petites cases qui sont faites pour la différenciation et pour les critères d'observation, soit vous les tapez dans le code prépa d'atelier, ou alors vous faites encore des blocs en dessous. En fait, tout s'organise, tout est polyvalent tant que vous vous en sortez. Mais une prépa d'activité, c'est ça. Et au plus vous êtes complet, au plus vous vous investissez, au plus elles vous prennent du temps à rédiger, au plus vous mettez des journées entières à les faire. Voilà, tout simplement. Et la nuance qu'il y a avec les prépas séquences, c'est que ce que je vous ai montré ici au-dessus, les compétences, etc. Au lieu de mettre AR, vous aurez AS1. Vous mettez votre titre de compétence, les rapports de position. La compétence reste la même, donc vous n'aurez ça qu'une fois. Et en fait, tout ce qu'il y a là sera répété en tout. Mais toutes les feuilles qui vont suivre seront à propos de ça. Et vous allez avoir juste une ligne en plus avec séance 1, séance 2, séance 3, séance 4 pour que, comme vous l'aviez mis dans l'organigramme, AS1, S12, activité séquence 1, séance 12, quand vous allez dans votre AS1, à la séance 12, vous puissiez voir la prépa de l'activité. Tout simplement, il n'y a que ça qui ne se met qu'une fois. Tandis que pour chaque prépa d'activité, c'est pour toutes. Voilà, en fait, je ne sais pas si c'est assez clair, j'essaie vraiment de vous expliquer les choses au plus clair, mais le plus spontané possible. C'est un peu comme ça que je sais vous les expliquer, quoi. Je n'ai pas écrit de feuilles ni rien pour vous dire ça sort de ma tête comme ça. J'espère que vous comprenez le blabla que je suis en train de vous raconter. Donc j'espère qu'en même temps que mon blabla, les photos vous aident à mieux visualiser. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, même sur Instagram si vous avez envie de plus de précision, si je n'ai pas été assez précise, assez claire dans certains points, parce que c'est vraiment assez complexe et c'est à force de le faire que ça devient répétitif. Mais je pense que je vous ai expliqué comme je pouvais chaque intercalaire. Et en fait, le point final, c'est quand vous avez rédigé vos prépas et que vous allez en classe mener vos activités. Bon, et bien voilà, on est à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de m'accompagner dans la construction de ma phare de stage. Comme vous pouvez le voir, ça prend un temps de malade et c'est énormément d'organisation. J'espère que j'ai pu être la plus précise et la plus claire possible et que vous avez pu comprendre un maximum de choses. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous prendre avec moi dans la construction de ma phare de stage. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao! I never wanted to be like them. Never meant to cause you struggle, but I lost my way back then. No more fighting and hurting.